Donc, aujourd'hui, nous allons commencer, pour conclure, nous allons commencer à entrer dans une question qui est fondamentale pour comprendre le grand changement, le bouleversement qui a eu lieu dans la notion même de poésie avec le romantisme. Parce que, en effet, maintenant, on va entrer dans une, comment pourrais-je dire, une façon d'élaborer le poème et un lieu, un espace complètement nouveau qui va être occupé par cette poésie, qui est la poésie à partir du romantisme. Alors, en effet, toute cette conception que nous avons de la poésie comme quelque chose de difficile, un langage différent du langage quotidien, une langue spéciale de communication de l'incommunicable. Toutes ces notions-là, en effet, ce sont des notions qui se fondent avec le romantisme. Avant le romantisme, ce que nous avons, c'est une poésie qui se construit par comment pourrais-je dire, une mobilisation d'un ensemble de règles. Et cette poésie, elle est produite dans une perspective où le vers, la rime, la métrique ont une fonction, disons, rhétorique et ornementale, être une espèce d'ornement. Et tout cela est directement lié à une conception de langue, de langage, qui est cette conception, disons, classique. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, et si vous n'avez pas encore lu, je vous recommande fortement la lecture du livre « Les mots et les choses » de Foucault. La palavra e as coisas. C'est un livre assez long, assez dur, assez difficile à lire, mais qui est un livre clé pour comprendre un ensemble de choses. Or, justement, qu'est-ce que Foucault va faire dans ce livre? Il va analyser le rapport entre les mots et les choses. Parce que vous savez que les mots ont une fonction qui c'est la fonction de nommer les choses. D'accord? Et pendant longtemps, pendant tout le classicisme, on a une espèce de croyance, de foi, dans le rapport direct et clair et évident entre les mots et les choses. Alors, pour un auteur classique, quand je dis table, je veux dire exactement table. Alors, cela arrive à une espèce d'apogée avec le classicisme au XVIIe siècle.
vous vous rappelez quel est un des grands travaux, un des deux Malherbe? C'était justement d'enlever toute la polysémie des mots. Alors tout ce travail d'enlever la polysémie des mots a comme fonction de base, justement, de rendre le discours transparent. Et rendre le discours clair, rendre le discours transparent, c'est croire que les mots disent les choses. Or, qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle? Au XIXe siècle, on commence à voir tout un bouleversement de cet ordre-là. Qu'est-ce qui est à la base de ce bouleversement? Or, le développement de deux nouvelles sciences. La science du langage, qui à l'époque va être la philologie, d'accord, et la psychologie. Qu'est-ce que la philologie va nous apprendre? Une notion de historicité du langage. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que les mots changent de sens, changent de forme au long des siècles. Alors, ce qu'un certain mot signifie au Moyen-Âge n'est pas exactement ou nécessairement la même chose qu'il va signifier au XIXe siècle. Vous voyez? Alors, cette transformation du sens des mots eux-mêmes, c'est une conscience qui va se développer avec l'historicité du langage de la philologie. Qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire que le sens des mots n'est pas fixe, que le langage lui-même n'est pas fixe, mais il est en éternelle mouvance. Alors, cette instabilité du langage, c'est quelque chose qui va compromettre, qui va justement contre ce principe de la clarté. Vous voyez? La psychologie, c'est la même chose. Or, si on découvre qu'on a un inconscient, ce qu'on dit, ce qu'on écrit, par exemple, un discours, ce qu'on dit, n'est pas exactement ce qu'on veut dire. Parce qu'on ne contrôle qu'une partie de ce qu'on dit. On dit des choses qu'on veut et on dit des choses qu'on ne veut pas au moment où l'on parle. Pourquoi? Parce qu'on a un inconscient qui nous oblige, qui nous mène à dire des choses qu'on ne veut pas vraiment dire. Vous voyez? Alors on pense qu'on est en train de dire quelque chose de façon consciente, mais inconsciemment, on est trahi et on finit par dire une chose différente de celle qu'on avait imaginée qu'on voulait dire. Or, alors, tout cela va rendre le langage, va donner au langage une opacité. Vous voyez? Alors, contre la transparence, la clarté du classicisme, on va commencer à avoir une opacité du langage. Et cette opacité du langage va, disons, produire un espace langagier qui n'est pas nécessairement un espace de la référentialité, du rapport direct avec le monde. Alors, le langage lui-même crée et invente un monde. Alors, cette conscience qu'il y a un monde réel qui peut être dit, peut être, disons, décrit, peut être organisé, par la communication, par les mots, mais il y a aussi une dimension, un autre monde parallèle, qui est le monde du langage lui-même. Alors, vous vous rappelez, le cours dernier, je vous ai parlé de ça. Quand nous avons parlé de Victor Hugo, je vous ai dit, au début de sa carrière, Victor Hugo a dit clairement, il existe le monde réel et le monde de l'imagination. Or, ce monde de l'imagination, comment est-ce qu'on le construit, comment est-ce qu'on l'élabore, comment est-ce qu'on le développe? On le développe par la poésie, par le langage, par la fiction, par, vous voyez, l'utilisation
du langage comme un monde ou un espace autonome séparé du monde des choses, le monde des mots. Alors, Foucault, dans son livre, il va discuter un peu toutes ces questions-là. Et comme ça, on va entrer dans ce que, après, Nathalie Sarraute va appeler l'ère du soupçon. A era da desconfiança, da suspeita. Alors, nous-mêmes, on soupçonne les auteurs. Alors, quand on lit un auteur, on se demande, mais est-ce qu'il a voulu dire ce qu'il a dit? Alors, on se crée tout ce soupçon. Alors, tout ce soupçon, et cela est directement lié à cette opacité du langage. Et c'est dans ce contexte-là où, au début de l'invention de cette ère du soupçon, qui va se retrouver la poésie romantique. Et le premier poète romantique français, qui est Lamartine. D'accord? Alors, vous voyez, ça date de naissance, 1790. Alors, c'est un homme encore formé par toute cette, disons, littérature des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand aussi, les romantiques allemands. Et en 1820, il va publier ses méditations. C'est le nom de son livre de poèmes, qui sera vraiment le premier recueil de poèmes vraiment romantique de France. Alors Lamartine, il occupe cette place vraiment de précurseur. D'accord? Il est le premier, il est le fondateur, il vient avant Victor Hugo. Il est 15 ans plus vieux que Victor Hugo. D'accord? Alors c'est lui vraiment qui va, disons, inaugurer le romantisme poétique en France. Et ce que Jean-Marie Glaise fait dans le texte que vous avez, c'est justement essayer de comprendre cette littérature à partir d'une idée de base qui est le titre de l'article, qui est l'idée de la mise à l'écart. Écarter, c'est s'éloigner. Afastar-se. Alors la mise à l'écart, c'est afastar-se. S'éloigner, se séparer. D'accord? Alors, tout ce processus de mise à l'écart, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je vais reprendre un peu des idées de Foucault ici qu'on vient de développer, et que d'une certaine manière sont réélaborées par Jean-Marie Glaise, même s'il ne fait pas ça de façon explicite. Il ne cite pas Rousseau, Foucault, mais il s'approprie quand même de ce principe-là. Parce que justement, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que Lamartine sera le premier à systématiser tout un discours dans lequel on commence à créer un espace poétique autonome, écarté de quoi? Du langage quotidien. Alors ici, pour comprendre cela, quelle est la démarche, le processus développé par Jean-Marie Glaise pour expliquer la place de Lamartine? Il commence par une constatation. Quelle est la constatation de Lamartine? La poésie est morte. Alors, quand Lamartine dit que la poésie est morte, il est en train de parler de quoi? D'une conception du poétique. Qui est cette conception classique? Et quelle est la base de cette conception-là? C'est que la poésie est un ensemble de règles, de normes, qu'on domine
et qu'on va appliquer. Alors, le bon poète est celui qui est capable d'émuler son modèle, d'imiter en dépassant son modèle. Mais le modèle est là. Alors, c'est une poésie qui se construit à partir d'un modèle. Et quel est ce grand modèle? L'Antiquité gréco-latine. Ou, si l'on va au Moyen-Âge, quel est le grand modèle? Le modèle, ce sont tous ces, surtout après quand le Moyen-Âge avance déjà, ce sont justement quoi? Toutes les formes poétiques, la chanson, le rondeau, la ballade, sont ces formes poétiques qui sont déjà figées. Alors, nous avons un modèle figé qu'on va, disons, réélaborer, orner. Alors, cette idée de la poésie comme ornement. Et Lamartine dit, mais attention, pour moi, ça, c'est pas la poésie. La poésie, cette poésie-là, elle est morte. Elle ne sert à rien. Pourquoi? Parce que, pour Lamartine, et là, on entre dans une conception qui sont les fondements aussi d'une conception moderne de poésie, que c'est que la poésie, c'est la manifestation dans le langage d'un moi, du eo, d'un moi. Alors, cette idée, la poésie est morte, et que la poésie, pour vivre, il faut qu'elle soit la manifestation d'un moi. Alors, cette idée d'un moi, alors, ça, c'est une des bases à partir de laquelle va se développer toute cette compréhension de la poésie, de Lamartine et du romantisme. Et après, sera la base aussi de la modernité, des avant-gardes, de tout. Or, ce moi-là, il ne faut pas, disons, le confondre avec un moi biographique. D'accord? Alors, même s'il y a une dimension biographique importante dans une bonne partie de la poésie romantique, ce qui va intéresser surtout, et vous avez lu le texte de Jean-Marie Claise, j'imagine, alors dans le texte, vous voyez très clairement que finalement, ce qui est en jeu, c'est la construction d'un langage à partir du moi, d'un langage qui est un langage différent du langage quotidien. Alors, cette mise à l'écart, elle est directement liée. Alors, justement, pour que ce langage soit un langage différent, il ne peut pas copier un modèle extérieur. Il faut qu'il soit la manifestation d'une intériorité. Vous voyez? Alors, cette dimension, cette idée d'une intériorité est très importante. Une intériorité. Vous voyez? Alors, c'est le monde, l'espace intérieur, à partir de cet espace intérieur, qui va se produire cette poésie. Or, mais cette poésie qui se produit à partir d'une intériorité, qui ne se veut pas la copie d'un modèle déjà fixe, déjà préalable, elle se manifeste par une langue poétique. Alors, vous voyez que cette mise à l'écart, c'est sa pastamine. Maintenant, il est déjà double. Parce que d'abord, c'est s'écarter de l'extériorité, s'écarter des règles, plonger dans un espace intérieur. D'autre part, c'est s'écarter aussi du langage quotidien. Alors, la poésie, elle va être, disons, une langue à part. Et pas seulement une langue à part, mais une langue supérieure
divine. Complet. Alors, vous vous rappelez qu'on a commenté le cours dernier ce changement de la notion de génie, essa mudança na noção de gênio, ingênio. Alors, essa passagem da noção de génie, ingênio, para a noção de génie, gênio. Alors, c'est exactement ça. Parce que c'est un moi qui, à partir de son intériorité, produit un langage supérieur. Esse é um gênio, realmente. E daí deriva essa noção que a gente tem hoje de gênio, o cara é genial. Ele é genial porque ele é superior, é um indivíduo superior, mais completo. Alors cette idée vient de là. C'est une idée, une notion romantique. C'est quelque chose qui n'existe pas, cette idée de génie. C'est quelque chose qui n'existe pas. Lui, il est un génie. C'est quelque chose qui n'existe pas pendant le classicisme au Moyen Âge. C'est une idée, une notion romantique. Et tout cela est directement lié à quoi? À une valorisation de l'individu, à une valorisation de la subjectivité, comme espace privilégié d'énonciation. Alors tout cela est directement lié à cette idée d'intériorité. Vous voyez? Et tout cela, chez Lamartine, est très clair. Par exemple, si vous regardez le texte à la page 24, il y a un extrait d'un des textes théoriques de Lamartine où on lit: la poésie est un langage plus pénétrant, plus harmonieux, plus sensible, plus imagé, plus crié, plus chanté que la langue habituelle, et qu'il invente le vrai. Ce chant de l'âme, comme la musique qui invente la mélodie, ce chant de l'oreille, chant canto. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que le vers ou verse, c'est le chant de l'âme, comme la musique qui invente la mélodie, ce chant de l'oreille, donc canto da orelha, musique. Comme la peinture qui invente la couleur, ce chant des yeux, donc canto dos olhos, a pintura que inventa a cor. Comme la sculpture qui invente les contours, ce chant des formes, donc canto das formas, é a escultura que inventa os contornos. Car chaque art chante pour un de nos sens. Cada arte canta para de nossos sentidos. Quand l'enthousiasme, qui n'est que le témoin suprême, qui n'est que de l'émotion à sa suprême puissance, saisit l'artiste. Alors ici vient la phrase clé pour nous. L'art des arts, arte das artes, la poésie seule chante pour tous les sens à la fois et pour l'âme, centre divin et immortel de tous les sens. Vou traduzo: a arte das artes, a poesia, apenas ela, canta para todos os sentidos ao mesmo tempo e para a alma, centro divino e imortal de todos os sentidos. Alors, cette idée que la poésie est supérieure, est divine, est complète, pourquoi? Parce qu'elle est capable de chanter pour tous les sens. Alors, l'utilisation du mot sens ici est très important parce que ça démontre finalement qu'il y a une dimension sensible. Et cette dimension sensible, c'est quoi? C'est les images, les sons, les formes, les contours, vous voyez, qui vont se manifester comment? Par le langage.
dans le langage. Vous voyez? Alors, toute cette idée du symbolisme, par exemple, de la synesthésie, la matérialité du signe, c'est quelque chose qui va naître à ce moment-là. Alors, à partir de ce moment-là, l'importance, par exemple, de l'allitération, de la paronomase, de toutes sortes, disons, de figures de langage, qui ne sont pas, disons, des figures de rhétorique, mais des figures vraiment plus liées à la matérialité du signe linguistique, vont gagner davantage de l'importance. Vous voyez? Alors c'est une autre notion de poésie qui est en train de naître, qui est encore la nôtre. On est encore dans ce modèle-là. La poésie, c'est quoi? C'est le nouveau, c'est l'expression supérieure d'une individualité. Vous voyez? Alors on est encore beaucoup dans ce modèle-là. Il commence à être bouleversé par cette contamination de la poésie, disons, de la littérature, par cette idée de l'appropriation du discours de l'autre. Mais ce qui domine encore, c'est l'idée de quoi? D'auteur, d'originalité, de supériorité, de complexité, vous voyez. Mais en même temps, et là aussi on a une dimension intéressante, c'est que il y a une espèce de paradoxe dans cette notion de poésie comme langue de chanter tous les sens. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'elle est capable, disons, de chanter ou de mobiliser tous les sens, elle est habitée aussi par un impossible. C'est quoi cet impossible? C'est finalement cette conscience que ce qu'on réussit à présenter n'est pas finalement la divinité, la supériorité, la totalité. Ce n'est pas tout à fait cette totalité, tout à fait cette divinité. Mais c'est finalement quoi? Une trace. Alors cette notion de trace sera aussi une notion très chère à cette nouvelle conception de poésie. Trace, raste, contraste. Alors, finalement, quand on veut parler de la totalité, qu'est-ce qu'on est capable de dire? On est capable de dire seulement une trace de cette totalité. Alors, on a conscience de cette totalité. Le langage est, la, disons, poétique, est idéalement dans cet espace idéal, total, mais au moment de se réaliser, la réalisation ne se fait que par la trace. Alors, il y a quelque chose de précaire, finalement, une conscience de cette précarité aussi. C'est quelque chose d'important. Vous voyez? Alors, quand nous avons vu cette idée de la philologie, par exemple, quelle est cette idée de la philologie? C'est l'idée de la précarité. Alors, c'est quelque chose de, finalement, de précaire, quelque chose qu'on n'est pas... le langage est précaire. Le langage n'est pas stable. Vous voyez? Alors, cette notion de trace, elle est une notion très, très importante aussi, pour comprendre. Bon, il y a une autre... le texte de Jean-Marie Glaise est un texte très complexe. C'est un texte qui, disons, pour être vraiment exploré à son maximum, ce serait besoin au moins encore d'un ou deux cours. On devrait lire des extraits de ce texte ensemble et les commenter, ou sinon essayer de répondre à vos doutes,
par rapport au texte, parce que c'est un texte vraiment très riche d'informations. C'est un texte qui ouvre tout un livre que Jean-Marie Glaise écrit sur la poésie moderne. Et c'est le premier chapitre de ce livre. D'accord, que Jean-Marie Glaise est un des plus importants poètes aujourd'hui de France. C'est un des organisateurs de la Pléiade de Francis Ponge, pour vous donner une idée de l'importance du personnage. Et ça, c'est un livre, disons, fondateur de toute sa réflexion sur la poésie. Et il commence par Lamartine. Alors pour lui, c'est le premier poète qui ouvre toute cette nouvelle conception de poésie. Il y a bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à développer, mais on veut quand même avoir un temps pour lire le poème et le commenter. Mais il y a quand même une autre dimension qu'il faut absolument que je vous dise. C'est par rapport ici à cette idée de chant. Alors, quand Lamartine parle de chant, ce chant, en effet, vous avez vu dans cet extrait que je vous ai lu. Alors, la peinture, c'est le chant des yeux, le canto dos olhos. La sculpture, c'est le chant des contours, les contours. Alors, cette idée de chant, finalement, n'est pas quelque chose qui se résume au fait de chanter, enfin, je compare. D'accord? Alors, le chant est une notion beaucoup plus vaste qui est, en effet, je veux dire quoi? La manifestation de quelque chose. Alors, quand on dit la peinture, c'est le chant des yeux. Alors, la peinture, c'est la manifestation esthétique, l'acte. Alors, cette notion d'acte est une notion aussi très importante. C'est un acte aussi de produire une œuvre pour les yeux. L'acte de produire. Alors cette idée, disons, grecque de poiesis, du fabrication. Alors c'est cette idée, le chant, c'est un peu cette poiesis, cette fabrication de quelque chose pour les yeux, pour l'oreille, et la poésie comme celle qui est capable de produire quelque chose pour tous les sens. Or, cette production, comment elle se fait? Or, nous avons vu qu'elle va se produire à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que le génie artiste va faire? Bon, d'abord, il va être ému. Un cas émotionnel. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il va être touché par quelque chose extérieur et va être mobilisé par cette chose-là. Émotion, motion, mouvement. Vous voyez? Alors, cette idée de l'émotion, alors il est mouvementé, il est bouleversé, il est ému par quelque chose, par une situation, par sa sensibilité. Ensuite, dans son espace intérieur, il va commencer à vibrer. Cette émotion va produire une vibration, qui est la condition pour la production du chant, de l'œuvre. Vous voyez? Alors, c'est un peu cette idée de quoi? De l'inspiration. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais inspirer, c'est vers l'intérieur. On inspire. Ce n'est pas une expiration poétique, c'est une inspiration poétique. Alors c'est quelque chose qui va vers l'intérieur, vous voyez? Alors toutes ces notions-là,
cette notion d'inspiration elle-même est une notion romantique aussi. Cette idée de la poésie comme inspiration. Alors cette inspiration va produire cette vibration qui va produire ce chant. Mais ce chant, et ça c'est quelque chose d'intéressant, ce chant, il peut être, disons, produit seulement à l'intérieur. Il n'a pas besoin de se manifester. Il peut se manifester, devenir poème, écrit. Mais, en effet, pour Lamartine, et c'est une notion très romantique, le poème, il existe avant, je vais faire ici un jeu de mots, trocadillo, avant la lettre. Alors, il existe dans l'intérieur. Vous voyez, le nom du livre de Lamartine, il est très évocateur de cette idée-là. Ce n'est pas ça qui maintenant va appeler l'écho. Il faut que je reprenne le contexte de Maguenot. Je ne me rappelle pas de cette... C'est dans quel livre de lui? Je ne me rappelle pas d'une classe de cinétique. Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Mais il parle de cette notion que les poètes est comme un état d'esprit, un ethos en grec, une conduite éthique, comment je peux dire, il y a une formulation de ce que les poètes avant de l'être. Peut-être. Il fallait vérifier. Je ne sais pas vous dire comme ça tout de suite si c'est exactement la même chose. Parce que finalement, il faut voir si dans ce contexte de Maguenot, de quel moment historique il est en train de parler. Il parle de romantisme. Du romantisme. Alors, c'est probable, c'est fort probable. Parce que justement, en effet, ce qui va intéresser ici, dans cette notion de chant, ce chant, il est intérieur. Alors ce chant, il est lié à une idée d'extase. Vous voyez? Alors, on va produire cette condition extatique, d'extase. Et le chant peut aussi devenir un hymne. Alors il peut être chanté, mais il peut être seulement intérieur. Alors s'il reste dans cette situation, dans cette dimension extatique, en effet, il remet à une idée, quelle idée de silence. Alors, justement, quelle est une des marques de la poésie moderne? C'est ce besoin ou cette capacité de dire le silence, ou d'essayer de s'approcher du silence. Alors, une poésie du silence. Or, une poésie du silence est une poésie finalement qui se veut une poésie aussi hors sens, fora do sentido, que não tem nada a ver com non-sens, é hors sens. Alors, c'est quoi aussi? C'est encore une mise à l'écart. Une mise à l'écart du sens. Alors, c'est pour ça qu'on dit, ah, qu'est-ce que ce poème veut dire? Et on dit, ah, mais c'est difficile quand on lit un poème de Rimbaud, par exemple. Dans le cours de poésie 2, de poésie moderne, c'est très intéressant parce que quand on lit Baudelaire, on peut dire ce que Baudelaire a voulu dire dans le poème, ou au moins ce que le poème dit. Quand on arrive chez Rimbaud, chez Mallarmé, on ne peut plus dire ça, ce que le poème dit.
Mais ce qui va nous intéresser, c'est justement quoi? Ce que le poème fait. Ce que le poème produit. Comment le poème performe le langage. Alors, on ne peut plus séparer ce qui est dit de comment cela se produit. De la fabrication du poème lui-même. Vous voyez? Alors, cette idée-là est directement liée à cette idée de quoi aussi? D'un espace intérieur et de la possibilité de production, disons, d'une poésie à l'intérieur, dans cet espace de silence. Et qu'est-ce qu'on aura accès quand le poème se produit? À une trace. Encore une fois. Bon, parce que vous voyez dans cette idée aussi de divinité, cette dimension extatique ici, elle est évidente. Et le titre du livre Méditation nous dit exactement ça. Alors, vous voyez, c'est un livre de poèmes qui s'appelle Méditation. Pourquoi il n'a pas appelé poème ou poésie? Parce que c'est toute une nouvelle conception de la poésie qui est en jeu. Cette idée justement de quoi? Que le poème est d'abord une méditation. Je médite, je produis, je entre dans cet état extatique, je produis le poème, qui peut devenir un poème écrit ou non. Ici, dans le cas, oui, parce que ce sont justement les méditations, vous voyez. Pour essayer de comprendre un peu mieux tout cela, je pense qu'en lisant le poème, on peut avoir plus d'éléments pour voir comment cela se produit. D'accord? Bien sûr que Lamartine est un poète formé encore dans un esprit classique qu'il va bouleverser, qu'il va transformer, et qui va vraiment être un pionnier, qui va ouvrir la voie. Alors c'est normal que, d'ailleurs, pas seulement lui, mais c'est normal que un grand écrivain, un grand intellectuel, ait dans son œuvre des paradoxes, des contradictions. Parce que justement, c'est quelqu'un qui est en train de se penser tout le temps. Alors, avec Lamartine, ce ne sera pas différent. Alors, il y a des concepts qui s'affirment, des concepts qui se nient, des concepts qui disons, se transforment, d'accord? Alors cela va se produire aussi chez lui. Alors, il y a des moments où il va penser la poésie comme quelque chose vraiment écarté du langage quotidien. Alors, comme vraiment la production d'une langue spirituelle. Dans d'autres moments, il va dire, mais finalement, cette langue, elle n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi une langue du cœur. Alors, une langue corporelle. Alors, cette dimension corporelle va passer à être aussi une dimension importante de cette poésie. Parce que sinon, ce serait seulement une méditation silencieuse. Mais elle devient un langage. Et elle ne devient pas un langage quelconque, mais elle devient justement un langage qui se veut, un langage qui mobilise tous les sens. L'image, l'oreille, les yeux, l'oreille, le corps et l'âme elle-même. D'accord? Alors, dans ce poème qu'on va lire, Le Lac, qui est le poème le plus fameux de Lamartine, qui est dans toutes les anthologies scolaires françaises, et qui est ici réinterprété par Jean-Marie Blaise, ce qu'on a vraiment en jeu, c'est cette conception de poésie-là, comme on le verra. Engraçado, a última fila com mais gente. Primeiro domingo.
Avant de ler votre poème, est-ce que vous avez des questions? Alguma pergunta? A gente... Até mais duas, quer? Na verdade, eu vou até falar um pouquinho com vocês, porque realmente a gente está entrando aqui numa seara, né, nova, diferente do que a gente viu até agora. Essa... com o romantismo, e eu acho que o Jean-Marie Glaise, nesse texto, ele realmente procura colocar isso bastante em evidência, né? A gente tem realmente a fundação de uma outra concepção de poesia, né? Completamente diferente da concepção anterior de poesia. E essa nova concepção, ela está diretamente ligada a essa ideia da poesia como uma língua à parte, como uma língua separada da língua cotidiana, né? E essa língua à parte, ela justamente tem essa especificidade de não ser apenas um meio de transmissão de uma ideia, de uma mensagem, mas de ser a própria mensagem, ou de ser parte da própria mensagem, né? Então, quando a gente entra nessa ideia básica, né, que é essa ideia da motivação do signo linguístico motivado em oposição ao arbitrário do signo linguístico, né? Então a gente diz, no cotidiano o signo linguístico é arbitrário, né? Então assim, ele se constitui como uma abstração. Quando a gente entra nesse mundo, nessa concepção de poesia, o signo linguístico ele passa a ser altamente motivado. Ou seja, aquilo que você diz está diretamente ligado ao modo como você diz. Você já não consegue separar uma coisa da outra. Então, isso é uma concepção moderna de poesia, de literatura. E depois, isso também é uma coisa muito interessante, depois dessa noção, no século XX, ela já aparece de maneira assim, embrionária numa obra como a de Flaubert, mas a partir do Proust, ela vai dominar a prosa também, né? Então, uma boa parte da prosa também passa a ser entendida como uma prosa de linguagem, né? Então, isso nasce onde? Aqui. Isso começa aqui, no romantismo. Não é por acaso que o Jean-Marie Glaise, num livro para pensar a poesia francesa do século XIX e do século XX, utiliza como primeiro autor o Lamartine. Então, o livro dele começa aí, né? Depois vai ter um capítulo sobre o Victor Hugo, um capítulo sobre o Rimbaud, um capítulo sobre o Artaud, um capítulo sobre o Ponge, né? E por aí vai, né? Chega até, eu acho que no Philippe Jacotet, que é um poeta relativamente contemporâneo, recente, né? Então, a gente vê como esse momento é realmente um momento fundador de uma outra concepção de poesia, que é a nossa. Né? Então, assim, não é por acaso que a gente está terminando o curso introduzindo uma primeira reflexão sobre esse assunto, né? Porque ele justamente é o momento em que se prepara toda essa modernidade poética e literária. Então, isso é aqui que se dá isso. E na França, o Lamartine é o primeiro, mesmo, a fazer isso de forma sistemática, de forma consciente, né? Tanto é que uma das críticas que se fez muito à poesia do Lamartine, quando ela foi publicada, é que era uma poesia que não tinha rigor formal. Mas ele não rima sempre perfeitamente, a métrica, as acentuações do alexandrino não são perfeitas, né? E ele dizia assim, mas justamente, o que me interessa não é reproduzir um modelo, mas é criar um texto que seja o meu movimento interior, que corresponda a esse meu movimento interior. Então, isso é muito interessante. Então, a forma, ela não é
ela não precede de maneira rigorosa aquilo que vai ser dito. Então, a forma tem que ser o quê? Essa respiração interior, esse campo interior, essa vibração produzida por essa emoção, por essa inspiração. Isso é que deve ser a matriz de produção da forma, e não um conjunto de regras prefixadas numa tradição. Entendeu? Então, e finalmente esse poema que a gente vai ler é um poema que performa essa própria questão. E eu acho que daí vem o interesse dessa leitura que o Jean-Marie Glaise propõe nesse texto. Tem diferença entre G e Noir? Tem diferença entre G e Noir? Porque eles faziam uma psicologia, né? Uma problematização do G. E agora se fala em Noir. Não, foi, na verdade, a gente poderia falar do danger também. Poderia. Aqui nesse caso não tem distinção. Vai ter no poema uma distinção muito importante entre um je e um nu dentro do poema, porque justamente são esses. Agora, quando a gente vai falar de um eu lírico, né, ou de um eu do poema, aí o je e o moi, eles se equivalem. Eu poderia ter escrito o je ao invés do moi. Eu pensei que tinha diferença. Não, mas é uma boa questão, porque poderia ter, né? Poderia ter, não, mas no caso não. Né? E, na verdade, aqui a gente poderia dizer que começa a se fundar essa noção do eu lírico, como a gente entende esse eu lírico moderno. Então, essa própria noção de lirismo, aqui ela adquire toda uma outra dimensão, porque justamente ela vai se tornar muito mais subjetiva, muito mais pessoal, muito menos determinada por um movimento, um modelo exterior. Né? Vai passar a ser justamente elaborada a partir dessa respiração interna, subjetiva. E ela já nasce também complexa. Né? Então, essa instância enunciativa, ela já nasce complexa. É isso que o Jean-Marie Glaise está procurando mostrar no texto dele. Né? Na verdade, esse eu romântico, ele não é um eu tão estabilizado, tão unitário, como a gente poderia pensar. Então, todas essas problematizações do eu modernas, na verdade, elas já estão latentes nessa poesia romântica. É isso que ele está procurando mostrar. Né? Então, essa tensão enunciativa, que é a característica da modernidade, né? Ela já está embrionariamente, mas já se manifesta nessa poesia romântica. Lisons le poème. Ainsi, le lac, le titre, le lac. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Au lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ongles sur ses pieds abandonnés. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence, on entendait au loin, sur l'onde et sur les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre
du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ses mots. Autant suspend ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va s'y plaire. Aimons donc, de leur fugitive attons-nous jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Tant jaloux se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à l'eau chaude nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi? Non pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant, passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez et les tirs de vos rives? Parlez, nous rendrez-nous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Au lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne, qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, au lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface, où ses mains éclatent. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Vous voyez, c'est un poème assez long. C'est un récit. Ici, on a appris, raconte une histoire ici. Et cette histoire, on l'a racontée à partir de différents lieux d'énonciation. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant de remarquer, ce déplacement énonciatif dans le poème. Alors nous avons une première strophe. Qu'est-ce qu'on lit dans cette première strophe? Ainsi. Ainsi. Alors, ainsi, c'est déjà quelque chose de curieux pour commencer un poème. Parce que ainsi, finalement, c'est une conjonction de conclusion. Alors, pourquoi commencer un poème par une conclusion? Alors, ici, on est justement dans cette idée qui est chère, qui est développée par Jean-Marie Blaise dans son texte, qui est cette idée que finalement, quand le poème se produit, il a déjà toute une antériorité aussi. Alors, cette intériorité, en effet, elle est accompagnée d'une antériorité. Vous voyez, une intériorité accompagnée d'une antériorité. Cours de phonétique. Intériorité importante. Alors, ce n'est pas important. Ça, ce n'est pas du français. Important. Antériorité. Alors, on est ici dans cette antériorité. Et tout d'un coup, on a cette manifestation vers l'extérieur de cette méditation. Et ce qui est intéressant ici, c'est justement de remarquer
la présence de ce nous. C'est un nous qui parle ici. Vous voyez, ce n'est pas un je, mais c'est un nous. Et c'est qui ce nous? Lisons. Toujours poussé vers de nouveaux rivages. Toujours poussé, levados, empurrados, vers de nouveaux rivages, novas bordas, novas margens. Merci. Dans la nuit éternelle, emporté sans retour. Alors, la mort, la nuit éternelle, emportée sans retour. On meurt, c'est fini, sans retour, nuit éternelle. C'est la mort. Ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Alors ici, qu'est-ce que ce nous, c'est qui? C'est l'humanité, la collectivité. Vous voyez? Alors tout le monde, nous sommes toujours poussés vers de nouveaux rivages. Ça veut dire quoi? Le temps passe. On n'est jamais au même endroit. D'accord? On est toujours en mouvement, en transformation. Et on va tous mourir. Alors finalement, ici, ce nous, c'est qui? C'est l'humanité, l'homme. Alors, ce début de méditation, de réflexion sur la condition humaine, c'est le point de départ de la réflexion du développement de tout le texte. C'est un premier lieu d'énonciation. Nous, les hommes, ne pourrons-nous jamais sur l'océan? Alors ça, c'est une question centrale. Et finalement, tout le poème est une réponse à cette question. Quelle est la question? Ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cette image veut dire? Jeter l'ancre, l'ancre à ancora. D'accord? Alors, vous voyez, c'est une image, une métaphore ici, pour parler de quoi? Ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Traduction en langage courant? Exactement, très bien, merci beaucoup. C'est ça, c'est ne pourrons-nous jamais arrêter l'océan des âges, arrêter le passage du temps, en jetant l'ancre un seul jour? Vous voyez, l'océan des âges, jeter l'ancre. Mais ce qu'il y a de fascinant ici, dans cette image, c'est l'homophonie qui existe entre ancora et encre. Cinta. Vous vous rappelez de Charles d'Orléans, l'encre de la mélancolie. Alors, l'encre, jeter l'encre. Et si on dit ici, jeter l'encre, vous entendez la différence entre encre et encre? Vous entendez la différence sonore? Vous n'entendez pas encre, encre. Vous avez entendu la différence? Tant mieux, parce qu'il n'y a pas de différence. C'est le même son. C'est le même son. Alors c'est pour ça que c'est une homophonie. Ah oui. Alors c'est exactement le même son. Alors si on lit le poème Jeter l'encre, si on n'a pas le poème devant nous, bien sûr que l'image Jeter l'encre dans l'océan, on va penser d'abord à encre. Mais de toute façon, comme on est dans le contexte d'un poème, alors c'est fascinant ça. Parce que jeter l'encre, finalement, c'est quoi? C'est écrire aussi. Jogar a tinta pour écrire. Alors, cette analogie entre jeter l'encre du bateau et jeter l'encre de l'écriture, c'est quelque chose de fondamental ici dans ce poème. Parce que finalement, quelle sera la réponse à cette question? Oui, on peut jeter l'encre. Et oui, dans le poème, on peut arrêter le jour. Alors, est-ce possible? Oui, c'est possible.
mais on a la conscience que finalement, ce qu'on arrête n'est pas vraiment le jour, mais c'est la trace du jour. Poétique. Exactement. Alors finalement, ce n'est pas la trace poétique, c'est que la trace, c'est le poème. Le poème est toujours la trace. La trace de ce chant intérieur. Vous voyez? Mais toujours trace. On arrête, mais on n'arrête pas vraiment le jour. On arrête la mémoire du jour. La trace du jour. C'est complexe, n'est-ce pas? Mais c'est beau aussi. C'est beau parce que finalement, c'est une conscience de la capacité et de la limitation du langage. Mais en même temps, on est capable aujourd'hui, 200 ans après, de revenir à ce jour-là. Mais pas revenir vraiment, mais revenir comme trace, comme mémoire, comme souvenir, comme sensation, comme monde sensible, comme abstraction, comme imagination. Et on peut même arriver à un certain extase devant cela. Pourquoi? Par la force du langage, par justement le fait que chanter, c'est mobiliser tous les sens. Ah oui, c'est l'idée de l'éternisation du poème. Il y a une idée de... Je dirais pas, parce que ici, il y a une différence, par exemple. Pour Malherbe, c'est l'idée d'éternité. Très clair. Alors, ce qui Malherbe écrit dure pour toujours. Dure pour toujours, pourquoi? Parce qu'il émule les grands modèles. Il mobilise la mythologie, etc. Ici, non. Ici, c'est le langage lui-même qui va, disons, fixer le temps, mais va fixer le temps comme trace. Ce n'est pas quelque chose, disons, qui est éternel, mais c'est quelque chose qui est la description même, la performance même entre deux, la tension qui existe entre le temps passé et la possibilité de le fixer. Alors, on entre ici déjà dans la logique du métalangage, d'un métalinguage. D'accord? Alors, ce n'est pas... Parce que pour Malherbe, il dit la chose et la chose est là. Ici, pour Lamartine, la chose n'est pas extérieure et prête, mais c'est justement cette tension entre... Bon, je sais que ce que je vais dire est seulement une trace de ce que je veux dire, ou de ce que j'ai vécu. Ce n'est pas la chose entière, la chose complète, la chose prête, la chose extérieure, finie, accomplie. Non, c'est la description même, et on va voir comment cela se produit dans le poème, la description même de cette difficulté de dire, une conscience de la limitation du dire, mais en même temps la réalisation de cette performance du dire. Mais elle se performe déjà comme question, pas tout simplement comme une réponse affirmative. Vous voyez déjà comment le poème commence. Vous voyez, nous mourons, le temps passe. Est-ce qu'on peut arrêter un jour? Est-ce possible d'arrêter un jour? Alors, quel jour? Alors, là, on va entrer dans le poème et on va voir la description un peu de ce jour. Et la description de ce jour, elle est très intéressante, parce que comme Glaise nous dit dans son texte, on part de quelque chose, disons, de plus abstrait,
et on va peu à peu s'acheminer vers un espace temporel, une temporalité plus précise. Alors, dans la deuxième strophe, qu'est-ce que nous avons? Au lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Alors ici, c'est, disons, une espèce de strophe d'introduction de la question. Et la question, c'est quoi? Alors le jeu du poème, ou du poème, le jeu du poème, va dialoguer avec le lac. Alors qu'est-ce qu'il dit? L'année à peine a fini sa carrière. Ça veut dire, ça fait seulement 1 an. Faz apenas um ano. Né? Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, elle qui a amada, sa bien-aimée. Et ici, il a une dimension biographique qui n'intéresse pas à Glaise, qui est justement cette notion ici de sa vie. Et il a aimé une fille qui s'appelait Elvire, et cette fille est morte. Alors ici, c'est elle, c'est aussi cette histoire réelle, biographique, de la vie de Lamartine. D'accord? Alors, près des flots, né, flots rondes, chérie, qui dit, qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul, m'asseoir sur cette pierre, où tu la vis s'asseoir. Onde o lago a viu sentar. Le passé simple. Et on entre ici dans toute une description, d'abord avec un imparfait large, très descriptif. Tu mugissais ainsi sur ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés. Alors le lac qui est là, qui mugit. C'est très intéressant aussi toute cette évocation sonore du lac. Tu mugis et tu te brises, quebrando as ondas do lago, sur ces roches déchirées, ces flancs, les flancs, os flancos das rochas, talhados por esse lago. Ainsi le vent jetait l'écume de ses ondes sur ses pieds adorés. O vento vinha e jogava a espuma das ondas nos pés da mar. Un soir, t'en souviens-t-il? Alors on entre ici dans un imparfait plus précis. Un soir, nous voguions en silence, et l'idée du silence. On entendait au loin, sur l'onde et sur les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Alors Glaise fait toute une analyse de cette strophe en montrant l'importance de comment, ici, le silence, pour la méditation, le silence devient quelque chose de très important pour arriver à l'extase. Alors c'est la description de l'extase. Et qu'est-ce qu'on entend? Le bruit, la cadence dos remadores, a cadência dos remos, do barulho dos remos. Tout à coup, subitement, changement aussi, précision dans le temps, l'imparfait large, l'imparfait découpé, et on passe au passé simple. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé, das margens encantadas, frappèrent les échos. Alors toute cette idée de la réverbération, de l'écho. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ses mots. Alors ici, vous voyez, c'est tout un jeu ici, qui de la deuxième à la cinquième, à la quatrième, à la cinquième strophe, qui est là. Et maintenant, c'est une voix intérieure. Alors c'est un changement de lieu énonciatif, et il est très marqué dans le texte, 2 points, ouvre guillemets. Alors c'est cette voix. C'est quoi cette voix? Ça c'est une bonne question. Alors c'est cette voix intérieure, c'est ce chant intérieur. D'accord? Alors qu'est-ce que ce chant va dire? Autant suspends ton vol, et vous, heures propices,
suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices les plus beaux de nos jours. Alors c'est à demander, une demande pour que le temps s'arrête. D'accord? Assez de malheureux ici-bas vous implore. Coulez, coulez pour eux. Alors ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont malheureux, qui veulent que le temps passe vite, parce qu'ils ne sont pas contents avec leur vie. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Alors amenez les jours de ces malheureux. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Mais il sait qu'il demande en vain, parce que le temps ne va pas s'arrêter. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Alors, je demande à la nuit d'être plus lente, mais finalement, ce qui arrive, c'est l'aurore arrive vite, de toute manière, et dissipe la nuit. Alors, devant cette réalité que le temps coule, qu'est-ce qu'il faut faire? Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous. Alors, courons avec l'heure, jouissons, mais gozemos. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. On fait ici la réflexion et on revient à ce nous du début. Tant jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à long flot nous verse le bonheur s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Alors il compare. Est-ce que les jours heureux passent aussi vite que les jours malheureux? Et quoi? Non pourrons-nous fixer au moins la trace? Alors ici, c'est la question de la trace se manifeste explicitement dans le texte. Or, je sais que les jours vont passer vite, heureux et malheureux, mais est-ce que nous ne pouvons pas au moins fixer la trace? Ça, c'est la question. Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Alors, ça veut dire que, finalement, tout passe, mais à cette question de la trace, finalement, la réponse est le poème lui-même. Parce que pensez, qu'est-ce que c'est un lac? C'est une quantité d'eau qui a une surface fixe. Alors, finalement, le lac, c'est le poème lui-même. Vous voyez? Il y a cette analogie entre le lac et le poème. Alors, c'est une surface dans laquelle se reflète tout disons, l'entourage, tout l'environnement va se refléter sur ce miroir du lac. Vous voyez? Cette eau-là. Et finalement, c'est ce qui va être dit ici à la fin. Éternité, néant, passé sont abîmes. Que faites-vous des jours que vous engrandissez? O que esse a eternidade, o nada, o passado, os abismos sombrios? O que fazem com esses dias que devoram? Né? Parlez, nous rendez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez, raptar, roubar, né? Vocês vão nos devolver esses êxtases sublimes, vocês nos roubam? Et vient la réponse. Au lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne, né? Vocês que o tempo poupa, né? Que são poupados pelo tempo, a natureza, né? Ou qu'il peut rajeunir, ou que podem ser rejuvenescidos, né? Pelo tempo, que são o quê? O lago, as rochas mudas, as grotas, a floresta, né? Que são poupadas pelo tempo, que podem ser rejuvenescidas por ele. Gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Mais finalement, qui va garder le souvenir? C'est le poème. Alors le poème, c'est le lac, comme je vous ai dit. Qu'il soit dans ton repos, le souvenir, et qu'il esteja dans ton repos. Qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, das tuas encostas sorridentes, et dans ces noirs sapins, nesses pinheiros negros, né? Et dans ces rocs sauvages qui pendent de tes eaux, sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr le vent de l'ouest,
qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés. Alors ici, vous voyez, c'est la définition de vers elle-même qui est là. Vous voyez, ici, cette idée des bruits de tes bords par tes bords répétés. Vous voyez, ça peut être une définition de la rime, par exemple, qui est toujours au bord du vers et qui se répète. Alors le bord du lac, c'est le bord du vers, finalement. Dans l'astre au front d'argent naît la fonte pratyade, qui blanchit la surface de ses molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau toujours au vime qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, qui poussent les lèvres du terroir dans sa main, que tout ce qu'on entend, vous voyez ici, hein, la phrase que je vous ai lue d'abord sur le chant, tout ce qu'on entend, tout ce que a gente escuta, tout ce qu'on voit et que l'on respire, tout dit, ils ont aimé. Et tout dit, ils ont aimé, dans le poème, qui est le lac lui-même. Vous voyez? Alors comment finalement se manifeste cette trace? Mais ce n'est pas tout simplement de dire la chose, mais c'est de problématiser la chose, de méditer sur la chose, d'une poésie qui est déjà métalangagière et qui a déjà une complexité temporelle, une complexité énonciative. Nous avons le présent, l'impératif, le passé simple, l'imparfait, tout, disons, une quantité, ils ont aimé, ici, le passé composé. Alors, toute cette complexité temporelle montre que, disons, le discours, il n'est pas figé, mais le discours, il est justement tensionné par cette temporalité. Vous voyez? En même temps, cette complexité énonciative, nous avons un je, nous avons un nous, nous avons une voix intérieure qui se manifeste entre guillemets. Vous voyez? Nous avons un discours, un tu qui est le lac, un tu qui est le temps, d'accord? Avec qui ce je et ce nous vont dialoguer dans le poème. Vous voyez? Alors, ce n'est pas tout simplement d'éterniser une chose, mais c'est de problématiser la possibilité même de l'éterniser. En même temps qu'on l'éternise. Mais on l'éternise conscient de ce qu'on est en train d'éterniser. Finalement, c'est seulement un souvenir dans l'espace du langage. En jetant l'encre. C'est cette encre qu'on jette qui va produire, disons, toute cette méditation qui va se réaliser en tant que langage. Mais pour se réaliser en tant que langage, il faut qu'elle se problématise. Qu'elle problématise le langage lui-même. Vous voyez? Alors, on voit qu'on est dans une situation énonciative complètement nouvelle, moderne, et qui se fonde ici avec cette poétique Lamartine. Alors, la semaine prochaine, on continue à éclater le jeu avec Victor. Bonne semaine.